Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kylian et je fais partie de Schema Venture Club. Schema Venture Club, c'est quoi? C'est une association étudiante de Schema Business School qui est présente sur 4 de nos campus. L'objectif de notre association, c'est vraiment de faire découvrir et de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de notre école et pour les étudiants à travers de divers ateliers, workshops, conférences, mais aussi de présentations entrepreneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série qui va porter sur la présentation d'entrepreneurs schémiens. L'objectif, ça va vraiment être de vous montrer les coulisses de l'entrepreneuriat à travers diverses questions que l'on va pouvoir leur poser, comme par exemple quelles ont été les difficultés lors de la création de leur entreprise, comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver des fonds. Le but, ça va vraiment être de vous donner tous les petits tips et astuces pour faire de vous les entrepreneurs de demain. Je vous laisse maintenant avec l'interview de Bastien. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, je suis accompagné de Bastien. Salut, Bonjour Bastien, comment tu vas? super, et toi? Parfait. Alors Ravi d'être là pour cette première. Et ouais, je pense que ça va être sympa. Oui, je pense aussi. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement? Dis-moi un peu. Ouais, pas de souci. Donc moi c'est Bastien. Bastien, 22 ans, étudiant à Schema déjà. Donc je pense que c'est la première chose à dire. Aussi cofondateur même de Pile ou Face, marque de chaussettes dépareillées, dont on aura l'occasion de parler durant cette interview. Voilà un petit peu, cofondé avec mon frère jumeau qui est également schémien. Qui est aussi en Master 2 à Schema. Ok, d'accord, très bien. Alors du coup, donc là tu me parlais de Pile ou Face. Ouais. Vous avez créé cette entreprise il y a combien de temps et pourquoi en fait tout Alors, simplement. déjà, Pile ou Face, qu'est-ce que c'est? Pile ou Face, c'est une marque donc, de chaussettes 100% made in France, comme on peut le voir. Des chaussettes similaires et différentes à la fois, hein, côté pile, côté face. Petits boutons en bois d'olivier pour les rendre inséparables, à l'image des jumeaux, puisque c'est créé avec mon frère jumeau. Voilà, Pile ou Face a maintenant un peu plus un an et demi. On a soufflé la première bougie il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Ok, très bien. Donc voilà, société encore un petit peu, j'ai envie de dire toute jeune, mais on se développe plutôt bien, même plutôt très bien. Et pour répondre à ta question, comment Pile ou Face est né, c'est suite à plusieurs choses finalement. Un constat très simple qu'on a fait, c'est aujourd'hui 90% des chaussettes qu'on porte tous les jours, elles sont faites à l'autre bout du monde, dans des conditions qu'on ne voudrait même pas forcément savoir. Voilà, le travail des enfants, etc. Voilà. Nous, pour vraiment contrer cette chose-là, on a décidé de produire des chaussettes en France. Et aussi de surfer sur cette petite vague qui, je pense que, voilà, je vois, tu connais forcément aussi cette petite vague des pantalons retroussés pour laisser apparaître justement les chaussettes. Et donc on a surfé sur cette vague-là, et quitte à faire de belles chaussettes, autant qu'elles soient faites en France et autant qu'elles soient de qualité. Donc voilà un petit peu l'histoire de Pile ou Face. Pour nous donner un peu un ordre d'idée, voilà, pour qu'on arrive à se voir un peu dans l'interview, est-ce que vous avez des employés? Combien vous faites de chiffre d'affaires à peu près? Alors, en termes d'effectifs, donc de capital humain, on est plusieurs dans la société, hein. C'est un projet qui, comme je le disais au début, est né avec mon frère, Antonin, qui n'est pas présent, mais qui cofonde et qui est présent avec moi au quotidien sur Pile ou Face. Voilà, on est vraiment tous les deux dans ce projet-là. Dès le début, on a un investisseur qui nous a rejoints très rapidement dans la société. Donc finalement, on s'est retrouvé à 3 personnes. Et petit à petit, on a grandi, on a fait grossir l'effectif jusqu'à se retrouver à une petite dizaine de personnes maintenant. Une dizaine de personnes qui voilà, gèrent à la fois sur le plan commercial, sur le plan marketing, plan de la communication, voilà, différentes choses. Donc une petite dizaine de personnes. Et en termes de chiffre d'affaires, je ne peux pas forcément te communiquer là-dessus puisque notre exercice comptable termine à la fin de l'année, fin décembre. Donc voilà, à ce moment-là, on pourra communiquer sur ce sujet-là. Très bien. Alors là, j'ai quand même une question qui me taraude un peu, c'est que personnellement, du coup, je suis en M1 à Schema Business School, et entre les cours, les associations, Oui. les activités extrascolaires, etc., déjà, j'ai pas beaucoup le temps pour moi. Comment est-ce que toi, aujourd'hui en M2, tu arrives à avoir une entreprise avec une dizaine d'employés? Enfin, comment tu fais concrètement? De l'organisation, beaucoup d'organisation, des sacrifices aussi. Voilà, créer sa société, c'est aussi faire des sacrifices d'un côté, mais c'est tellement une page de bonheur finalement qu'on ne voit pas du tout le temps passer. Donc voilà, je dirais le maître mot, c'est vraiment l'organisation. Travailler tôt le matin, entre midi et 2, travailler le soir, travailler entre les cours. Voilà, c'est vraiment une organisation, voilà, réorganiser finalement sa journée de 24 heures. Tu peux nous donner un peu une journée type Une journée type de Pile ou Face, alors ça commence tôt le matin Quelle heure avec... tôt le matin? Tôt le matin, on peut commencer vers 7h30. Ok. 7h30, et après ça dépend bien sûr, comme tu disais, avec les cours, il faut essayer de matcher un petit peu tout ça, mais grossièrement c'est 7h30. On commence généralement à faire les premiers calls avec Antonin, ou quand on est dans la même ville ou dans le même appart, on fait ça en face-to-face, c'est plus sympa. On débrief la to-do de la journée aussi,
derrière, on donne les premières directives aux employés, aux personnes qui vont bosser sur Pile ou Face. Donc, généralement, on donne les directives un petit peu plus tard dans la journée, vers 8h30, 9h, le temps que nous, on puisse aussi on puisse commencer notre journée. Et l'idée, en fait, après, c'est d'avancer sous forme de to-do. On a des personnes qui sont très autonomes, qui savent très bien se gérer et pouvoir gérer leur projet tout seul. On fait des points les midis. Les midis aussi, on a des petits points ensemble. Et ensuite, la particularité qui est une force d'entreprendre en famille, c'est plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est de pouvoir se dire vraiment toutes les choses. Il n'y a pas de filtre. Ouais. Toi, tu peux être franc avec ton frère, avec qui tu prends vraiment les décisions. Ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que tu peux faire des réunions, par exemple, à 21h ou 22h le soir. Ça ne dérange pas. Sans que ça pose souci. Sans que ça pose problème. Donc Ça ça aussi, c'est un bon point. Et généralement, les journées vont au-delà de 22h, bien sûr. Ça fait de temps en temps. Après, tu vas me dire, c'est par période. Mais là, avec l'approche de Noël, c'est vrai qu'on a des nuits assez courtes. L'approche de Noël, l'arrivée des partiels. L'arrivée des partiels, voilà, toutes ces choses-là. Non, mais c'est de l'organisation. Mais c'est hyper plaisant. Okay. Et j'ai une question aussi. Donc, tu me parlais tout à l'heure du financement. Donc, vous avez un investisseur assez tôt. Est-ce que, lorsqu'on est, je dirais, encore étudiant, est-ce qu'il y a un moment où vous avez une grosse pression sur vous, peut-être financièrement, où vous vous êtes dit, là, il y a vraiment intérêt que ça marche, sinon… On ne peut pas forcément savoir si ça va vraiment marcher ou si ça ne va pas décoller. Okay. L'idée, c'est, alors pour reparler financement, on a l'investisseur. Au tout départ, ce qui nous a vraiment lancé, nous, c'est la période de crowdfunding sur Ulule, où on a fait un peu plus de 700, de 680% même, pour être exact, de l'objectif initial. Donc on a prévendu pratiquement 700 paires en 25 jours. Donc ça nous a fait connaître, ça nous a fait un petit peu d'argent aussi, ça nous a aussi permis de tester le projet. Et c'est toutes ces choses-là finalement qui font qu'aujourd'hui voilà, on a un certain capital social dans la société et on a une certaine trésorerie qui nous permet voilà, de pouvoir jongler sur différents projets. Mais comme tu dis, c'est une pression, c'est une pression constante puisque on n'est pas sûr que le projet va forcément marcher à 100%. Des fois on aimerait que ça marche un peu mieux, des fois on est étonné aussi par les résultats. Mais oui, c'est une pression constante, mais c'est de la bonne pression. Et donc du coup, là, votre campagne de crowdfunding, du coup, tu me dis qu'elle a quand même plutôt très bien marché. Ouais. Comment vous avez réussi à faire en sorte que ça marche super bien en fait? Comment au début vous avez réussi à trouver vos premiers clients? Parce que je pense que dans la vie d'entrepreneur, c'est peut-être l'une des choses la plus compliquées à mon avis. Ouais, t'as raison. Comment on a trouvé nos premiers clients? En fait, il faut savoir, le secret d'une campagne de crowdfunding, c'est la communication que tu vas faire autour. En amont, pendant et surtout après. Voilà, histoire de fidéliser aussi cette partie de clients que tu as pu acquérir à ce moment-là. Donc voilà, c'est hyper important la communication. Ce qui nous a permis voilà, d'avoir les premiers clients. Ça se fait principalement sur les réseaux sociaux. Au début, quand tu n'as pas beaucoup de budget, c'est les réseaux sociaux. Donc quand je dis réseaux sociaux, c'est community management, c'est des posts gratuits. C'est un petit post sur Insta, sur Facebook, des partages, etc. Et on a eu très rapidement aussi la chance d'avoir plusieurs interventions médiatiques, ce qui nous a permis aussi de nous lancer, de nous faire connaître un plus grand nombre. Et finalement, c'est ce qui a fait la réussite de cette campagne petit à petit. Et comment on trouve nos premiers clients? Différents canaux d'acquisition. Rester sur le gratuit avec les campagnes de publicité, mais alors sous forme gratuite, les posts Insta, etc. Et une autre partie, la campagne plutôt payante, donc l'acquisition payante. Facebook Ads que tu dois sans doute connaître. Oui. Voilà, que c'est ces fameuses posts sponsorisés qu'on connaît bien, avec qui on est très familier sur nos feeds. Et puis aussi le SEA et toutes ces autres choses autour. Tout ce qu'on étudie à Schema Business School, quoi. Exactement. Et pour vous, tu parles au nom de ton entreprise du coup, quelles étaient les étapes les plus compliquées, tu dirais, pour la création de… Les étapes les plus compliquées… Ou la plus compliquée. La plus compliquée. En fait, on a la chance d'être plusieurs dans le projet. Donc, au départ, Antonin et moi, on est complémentaires. C'est-à-dire, je suis plutôt expert dans tel domaine, lui dans tel domaine. Et c'est vrai qu'on se complète plutôt bien. Donc, dès qu'on avait un problème, on a eu de la chance si on touche du bois, c'est qu'on a réussi à chaque fois à manager la situation, à essayer de gérer le problème. Après, bien sûr, des difficultés, on en rencontre tout le temps. Voilà, on se casse la figure, il faut remonter, on se motive, on se remotive ensemble. Et c'est ce qui nous fait avancer. Mais si je devais vraiment trouver quelque chose, je dirais… oui, bien sûr, des mauvaises décisions qui sont prises parfois. Ouais. Pour te donner un exemple, investir sur tel ou tel marketplace. Quand je dis investir, c'est investir du temps. Pour mettre ses produits sur tel marketplace qui finalement a une faible valeur ajoutée, qui va te ramener aussi, puisqu'il faut aussi parler chiffres, qui va te faire aussi peu de chiffres. Okay. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais bien sûr, tout entrepreneur et tout projet, il y aura des bonnes décisions, comme il y aura aussi des mauvaises décisions. Puis c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ok, très bien, la vie d'un entrepreneur. Exactement. Si vous deviez recommencer depuis le début, là on vous met au jour zéro, qu'est-ce que toi tu garderais, qu'est-ce que tu améliorerais et qu'est-ce que tu ne referais pas du tout?
ce que je garderais, c'est notre lancement. La campagne de crowdfunding, vraiment, je la conseille à tout le monde, à tout projet. Parce que ça permet, moi, j'aime bien dire, ça permet 3 choses. La première, faire connaître son projet, donc travailler sur la notoriété. La deuxième, récolter des fonds, parce que c'est aussi l'objectif d'une campagne de crowdfunding. Et la troisième, c'est de tester son projet. Voir si la campagne de crowdfunding, elle se porte bien, voir si elle se porte même mieux que prévu, ou voir au contraire si elle plaît ou plaît pas forcément. Et à ce moment-là, peut-être se reposer des questions, retravailler peut-être le projet. Et voilà. Mais voilà, moi, je referais vraiment la campagne de crowdfunding. Après, qu'est-ce que je ne referais pas? Forcément, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple des marketplaces, d'investir beaucoup de temps peut-être. Au début, on va être visible énormément, on va être visible partout, quitte à pas forcément prendre les bonnes décisions, à vouloir être visible sur tel et tel marketplace. Et finalement, c'est pas forcément à chaque fois la bonne solution. Qu'est-ce que tu améliorerais? Qu'est-ce que j'améliorerais? On a plein de choses à améliorer finalement. Je veux dire, on a tout à améliorer aujourd'hui. J'ai envie de dire, nos campagnes d'acquisition payantes ou gratuites, elles sont à améliorer. Voilà, on n'est jamais à toucher vraiment le top du top et on est continuellement en train de se former déjà et aussi de reprendre de nouvelles décisions pour essayer d'aller plus haut à chaque fois. Okay. Donc j'améliorerais globalement plein de choses. Ok, très bien. On dit souvent, aujourd'hui en entrepreneuriat, qu'il faut arrêter d'avoir son produit fini, hyper fini. Ouais. Qu'aujourd'hui, dès qu'on a une base de produits, il faut direct commencer à la vendre, directement commencer à chercher des clients. Bien sûr. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? Est-ce que vous avez pu l'expérimenter? Bien sûr. Meilleur exemple, au tout départ, nos chaussettes, donc, comme celle-ci par exemple, ne portaient pas, donc là on voit le petit bouton, elles ne portaient pas du tout le bouton. On avait les chaussettes, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, petit côté face, alors je vais jouer avec l'ombre, petit côté face sur celle-ci, petit côté pile sur celle-ci, donc similaire et différente à la fois, donc similaire comme les jumeaux, et plus on se rapproche, plus on voit la différence. Et finalement, nos chaussettes, elles avaient donc cette valeur ajoutée là, en plus d'avoir une belle conception, mais on voulait aller au-delà et répondre à un vrai problème. Donc au départ, on a lancé pendant plusieurs mois notre chaussette sans bouton. Okay. Et on s'est vite rendu compte qu'il fallait aussi travailler sur une deuxième valeur ajoutée pour avoir vraiment un produit fini qui réponde vraiment à plusieurs problématiques. La problématique de la machine à laver gourmande qui mange nos chaussettes, pardon. Et voilà, petit à petit, on a lancé cette chaussette avec un bouton. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à lancer son produit le temps qu'il est, même s'il n'est pas terminé. Ça nous permet déjà de récolter énormément de retours et les avis ils sont hyper importants. Une personne qui connaît ton projet ou une personne qui ne connaît pas du tout ton projet, tous les avis vont être hyper importants parce que ça va peut-être te faire penser à des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Et au contraire, ça peut aussi te conforter dans l'idée que tu avais au départ aussi donc en créant ce produit-là. Du coup, donc toi et ton associé, donc vous avez un peu des compétences différentes. Ouais. Si moi demain, je veux créer ma startup, qu'est-ce que tu me conseilles le plus? Je dirais plutôt un parcours finance, un parcours management, un parcours marketing. Qu'est-ce qui pour toi a le plus d'utilité quand on crée sa startup? Quand on crée sa startup, généralement on n'est pas nombreux dans le projet, on est deux, toi on était deux, trois, au-delà c'est un peu problématique. Mais il faut être un petit peu couteau suisse. Ouais. J'aime bien l'expression parce qu'il faut à la fois travailler sur la finance, il faut à la fois travailler sur le marketing, sur le management, avec les équipes. Voilà, il y a différentes choses. Après, si je devais vraiment privilégier une chose, je dirais le côté marketing est hyper important parce qu'il faut savoir parler de son produit, il faut savoir vendre son produit également. Il faut savoir finalement aller chercher les premiers clients et ça justement c'est le côté marketing qui va faire la différence. Le côté finance, je ne suis pas un expert de la finance, mais aujourd'hui, petit à petit, on apprend sur le tas. On est très conseillé aussi. On travaille avec un cabinet comptable qui nous aiguille beaucoup sur cette partie-là. Voilà, cette partie-là, on peut vraiment être aidé. Il n'y a pas de souci. Vous allez me dire, sur le marketing aussi, on peut être aidé. Mais au départ, on n'a pas forcément les moyens de se payer une agence pour justement avoir ces précieux conseils-là. Okay. Côté marketing, je pense que c'est la différence. Ouais. Ok, très bien. Du coup, comme là, tu es en M2 à Schema, tu as dû faire des stages, j'imagine. Exactement. Pareil, un peu la même question. Si là, demain, je devais créer ma startup, envisager de créer ma startup, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire en stage, en césure d'entre M1 ou M2 ou en stage de fin d'études, par exemple? Quel stage faut faire quelque chose qui plaît. Il faut faire quelque chose qui nous plaît. L'entrepreneuriat, ça viendra et surtout, c'est par passion qu'on le fait. Si on est expert en finance et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, on va devoir se former sur telle chose, à même titre que si on est expert en marketing, il va falloir se former sur d'autres choses. Si je devais vraiment conseiller, alors après c'est le parcours que j'ai fait, encore une fois, je suis pas du tout, je suis personne pour pouvoir donner vraiment la parole exacte, la juste parole, mais
Mais je dirais quelque chose qui nous aide beaucoup, nous, c'est des stages que j'ai pu faire moi, en gros hacking, où j'ai pu justement avoir pas mal de skills dans tout ce qui est le côté marketing, mais d'un point de vue un peu gros hacking. Alors, le gros hacking, c'est quoi? C'est, je vais caractériser je vais caricaturer la chose, hein, mais c'est dépenser le moins possible et avoir le meilleur résultat possible. C'est trouver des petits hacks qui justement te permettent d'investir à tel endroit et pouvoir aller chercher un retour sur investissement le plus haut possible. Meilleur exemple, la pub Facebook. Ok. La pub Facebook qui aujourd'hui, on connaît tous, est quelque chose vraiment de très très puissant, très powerful. En tant que chef d'entreprise, du coup, tu as des employés. Est-ce Ouais. que c'est toi qui t'occupais des entretiens? On s'occupe des entretiens, ce sont beaucoup des employés nous en freelance. Aujourd'hui, ça coûte très cher d'avoir des employés, en 35 heures, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais oui, bien sûr, surtout sur les stagiaires par contre, les entretiens, surtout sur les stagiaires, ouais. Et qu'est-ce qui fait la différence entre deux stagiaires parce que là, du coup, on est un peu tous dans notre période de recherche de Ouais. stage entre M1. Est-ce que tu as un petit conseil à donner? C'est la motivation. La motivation, et je vais même te donner un exemple. On a actuellement un stagiaire, alors un de nos stagiaires qui est en marketing, n'avait jamais fait de marketing auparavant. Et nous a démontré une telle motivation à travers une lettre de motivation, à travers des messages sur LinkedIn alors qu'on avait postulé l'offre sur Indeed par exemple. Voilà, c'est ce petit surplus de motivation qui fait la différence aujourd'hui et cette envie d'apprendre justement qui fait la différence. Après, bien sûr, il y a aussi toutes les expériences. Voilà, après, aujourd'hui, on n'est pas une société assez développée pour pouvoir être hyper sélectif sur le choix d'école. Mais par contre, sur les expériences, c'est vrai que ça fait la différence sur une personne qui a quelques connaissances en marketing versus une personne qui n'en a pas forcément. Mais la motivation, c'est vraiment le maître mot parce que si on est motivé et qu'on le fait par passion, on peut vraiment se surpasser et faire de belles choses. Je suis entièrement d'accord. Sauf erreur de ma part, mais je Ouais. pense pas me tromper. Vous êtes sur un nouveau projet en ce moment. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement? Exactement, on est sur un nouveau projet. Alors, Antonin, toujours, avec moi, j'ai envie de dire qu'on fait la paire, hein, finalement, sans jeu de mots avec la paire de chaussettes, hein, mais voilà, on travaille souvent ensemble. Et on a fait rentrer quelqu'un aussi dans ce projet-là qui est un schémien également. Ok. Schémien qui est sur Paris, qui s'appelle William Gourbert, qui nous a rejoint dans ce projet-là récemment. Et c'est un projet, c'est une box apéro. Alors, tout de suite. Je pense que tous les étudiants vont se reconnaître dans ce concept-là. On voit très bien. Mais pourquoi au-delà de ça? C'est que durant la période de la crise sanitaire qu'on a tous connue, énormément de producteurs locaux ont perdu énormément de visibilité, plus de marché, plus de points de vente, plus d'épiceries fines. Et c'est ce manque justement de visibilité-là qui nous a fait dire, ok, il y avait quelque chose à faire. Ces personnes-là, elles ne méritent pas forcément et même pas du tout de mettre la clé sous la porte à cause de cette crise-là. Il faut qu'on réagisse, il faut créer quelque chose. Et on a créé, l'idée, c'est ces box figitales. On aime bien dire la box, elle est figitale. Donc c'est une box qui justement te permet d'en savoir plus sur le producteur, sur la façon dont il fabrique ses produits, ses équipes, voilà, toute la chaîne de production. Grossièrement, comment ça marche? Tu reçois une box tous les mois de 4 à 5 gourmandises à l'intérieur, Ok. plus une bouteille de vin ou de bière suivant la période aussi, hein. Sur chaque produit, donc admettons que c'est une bouteille ou une petite tapenade, on va avoir un QR code qu'on va pouvoir scanner directement et on va être en relation entre guillemets avec le producteur directement via une vidéo inédite de ce producteur-là qui va vraiment nous parler du produit, de sa conception, de son idée, une petite anecdote, un petit conseil de dégustation, ça c'est plutôt intéressant. Et on va vraiment aller au-delà de la dégustation simple de produits, on va vraiment aller chercher le côté expérience et toute cette partie-là qui va derrière. Bah, honnêtement, moi je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'il y a quand même plein de fois. Bon, j'aime bien le fromage et le vin par exemple. Oui. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois on peut se dire ce vin il est super bon, mais j'aimerais en savoir plus. Et le fait d'avoir une vidéo directement du producteur, Ouais. moi perso je trouve que c'est une idée géniale. Donc j'espère que ça va marcher. Écoute, on croise les doigts, on vient de sortir justement d'une campagne de crowdfunding, donc on a réussi à 100%, donc c'est plutôt cool. Super. Et puis voilà, là l'idée c'est de poursuivre ce projet-là, bien sûr en parallèle de pile ou face, hein, puisque faut savoir être flexible, faut savoir aussi avoir plusieurs casquettes, la casquette d'étudiant, la casquette d'entrepreneur, et aucune journée est pareille, donc c'est hyper intéressant, ce sont des projets vraiment différents l'un de l'autre, mais vraiment très intéressants. Eh bien écoute, cette interview touche à sa fin. Ok. Ce que je te propose c'est peut-être qu'on se retrouve dans un an et on voit un peu où tout ça a avancé. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Osez vous lancer, faut oser, on va avoir des échecs, on va avoir des moments de doute, des moments où on va se remettre en question et il faut et c'est bien, des moments où on va échouer, des moments où on va tomber. Le but et surtout ce qu'il faut vraiment prendre
en considération, c'est qu'il faut se relever. Il n'y a pas de recette magique, ce sont des échecs et des rebonds qui vont faire la différence. Et c'est celui qui va persévérer le plus longtemps qui verra son projet vraiment grandir. C'est génial. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Moi, je trouvais ça en tout cas vraiment super intéressant. J'ai appris pas mal de choses et j'espère que vous aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses grâce à cette interview.